Guerre Israël, États-Unis, Iran. Le sujet d'actualité, le sujet du moment. Je dirais même le sujet à la mode. Parce qu'il est tellement plébiscité aujourd'hui qu'on en arrive à oublier qu'il y a de véritables pertes en vies humaines à la clé. Ce n'est pas un film américain ou alors un jeu vidéo, c'est réel. Et comme à l'accoutumée, les Africains font partie de la danse, font partie du jeu. Ils sont les plus grands panélistes, les plus grands analystes sur le sujet. Vous savez, nous on est très friands de débat, très friands de sujets d'actualité, très friands de buzz. Donc, quand il y en a, vous pouvez être sûr qu'on sera autour. Mais ce phénomène est d'autant plus intriguant dans ce cas de figure que l'Afrique n'est pas partie prenante de ce conflit israélo-iranien. Et même, je dirais que ce conflit met à nu l'inexistence géopolitique de l'Afrique. Parlant justement de politique, les États africains, comme à l'accoutumée, n'ont dit mot sur cette guerre avec pour prétexte qu'ils se concentrent sur les problèmes internes qui seraient plus importants. Pourtant, pendant ce même temps, on a une flambée des prix du pétrole à l'horizon qui viendra à long terme déstabiliser les économies les plus fragiles, dont vous en doutez bien, l'Afrique fait partie. Donc, on est en droit de se poser la question, quels sont les réels enjeux de cette guerre en Afrique? Est-ce que ça se résume à de la parlotte, à des discours, à des débats, à savoir les États-Unis sont montés, la France est descendue, etc., etc. En quoi est-ce que ça nous concerne directement? On le verra dans cette vidéo. « 2025 est une année électorale en Afrique et cela pour au moins 6 pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, la Tanzanie, le Malawi et les Seychelles. Voter est un droit, mais c'est surtout un devoir. Et cela est d'autant plus valable pour la jeunesse africaine et surtout consciente à laquelle je m'adresse au travers de cette vidéo. Donc, cessons avec les excuses. Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez d'argent ou alors ça ne sert à rien. Allons nous inscrire sur les listes électorales et surtout préparons-nous à voter pour le candidat qui nous inspire, car celui qui ne vote pas n'est qu'un simple locataire dans sa propre vie. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le point Éco-Afrique et dans cette rubrique, nous vous donnons les points majeurs de l'actualité économique africaine. Aujourd'hui on parle de la guerre ou du conflit israélo-iranien et de ses enjeux directs en Afrique. Et pour ce faire, c'est très important qu'on soit au même niveau d'information. Donc pour ça, je vais prendre la peine de lire un article en 2-3 minutes. Restez le temps de la lecture et après ça, on revient pour le débrief. Donc allons-y. Guerre au Proche-Orient. Du Sénégal à la RDC. L'Afrique face au choc pétrolier. Dans un nouvel épisode de tensions intensifiées par les frappes américaines des sites nucléaires iraniens dans la nuit du 21 au 22 juin, Téhéran a brandi la menace de fermer le détroit d'Ormuz. Situé entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, ce passage maritime est stratégique pour l'acheminement de l'or noir depuis la péninsule arabique. C'est en effet par osmose que transite environ 20% du pétrole mondial, soit 1/5 des flux pétroliers internationaux. Ainsi, un verrouillage de ce détroit compromettrait les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale et donc relancerait une nouvelle phase de volatilité des cours du pétrole brut. Selon des projections, en cas de crise régionale prolongée, le prix du baril de pétrole bondirait à 110 $, non sans conséquence pour les États africains. Je rappelle que ce cours est actuellement autour de 75 $. Augmentation des revenus tirés des exportations, renforcement des recettes budgétaires, capacité de financement accrue, relance de la croissance économique, etc. Sur le papier, comme dans chaque crise mondiale qui affecte les cours du pétrole à la hausse, les conséquences se font diversement positives pour les producteurs africains. Pour les pays pétroliers du continent, dont la production pétrolière reste largement supérieure à la demande intérieure, une éventuelle augmentation des cours serait une aubaine incontestable, explique Mahmoud Elmeh, ingénieur pétrolier et spécialiste du négoce de l'or noir. Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, pas d'effet d'aubaine pour les exportateurs. En théorie, ce constat semblerait identique pour tous les pays africains nets exportateurs. Cependant, dans les faits, des pays comme le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire risqueraient de ne pas en tirer entièrement profit
en raison de leur capacité encore insuffisante de raffinage. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dont la majeure partie de la production est destinée à l'exportation, ne sont entrés que récemment dans le club des pays producteurs de pétrole et importent majoritairement du brut venu d'ailleurs ou des produits raffinés au prix en vigueur sur les marchés mondiaux. Quant au Nigeria, toujours en dépendance des importations de brut, sa compagnie nationale peine à concrétiser son plan ambitieux de relance de ses 4 raffineries. RDC, Cameroun, Maroc, fortunes diverses sur les importateurs. Dans les rangs des pays massivement importateurs, la volatilité des cours les exposerait à des difficultés d'approvisionnement et une augmentation systématique des prix à la pompe. En effet, contrairement aux pays occidentaux, les États africains ne disposent pas de réserves de stockage de 3 mois pour amortir les effets de la crise. Par ailleurs, pour des pays comme la Tunisie, le Cameroun et la RDC, où les subventions aux produits pétroliers sont en vigueur, la hausse des prix pourrait entraîner une envolée de la facture énergétique et accentuer la pression sur les finances publiques. Au-delà des projections, la fermeture du détroit d'Ormuz est un scénario catastrophe qui non seulement priverait l'Iran d'une partie importante de sa manne financière, car son pétrole transite principalement par ce passage maritime, mais surtout engendrerait une réaction des puissances occidentales qui mettront tout en œuvre pour empêcher toute perturbation prolongée de l'approvisionnement du pétrole. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Quel est votre avis? Qu'en pensez-vous? Pour ma part, je vais certainement focaliser sur la partie économique de ce conflit, mais avant ça, j'ai envie de parler du conflit dans sa généralité, mais vraiment rapidement. Vous savez, on a souvent l'impression, mais l'époque des guerres pour l'occupation et la souveraineté n'est pas du tout révolue. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on a une sorte de pseudo-équilibre dans le monde entier, mais qui n'est pas réellement le cas parce que d'un côté, on a les grandes puissances, donc celles qui ont obtenu la première place jadis, qui se battent, qui sont dans des batailles contre les plus petites puissances pour justement garder cette première place. Et ces batailles-là sont souvent à coup de guerre commerciale, parce qu'on domine par l'économie en général, mais peuvent souvent franchir le cap et passer sur des guerres réelles, des guerres sanglantes, comme on en observe dans plusieurs régions. Donc ça, c'est le premier point de déséquilibre. Et on a un deuxième point d'équilibre qui, à ce moment-là, se joue en interne entre ces premières grandes puissances-là qui se battent à coups de guerre froide pour justement soit se maintenir dans le club des gagnants, soit prendre la première place de ce club-là. Et les conflits, les différents conflits, micro-conflits qu'on observe ça et là dans le monde entier, sont justement la manifestation, la représentation concrète que l'époque des guerres d'occupation et de souveraineté n'est pas révolue. Elle sévit encore jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que ces guerres d'occupation et de souveraineté étaient faites à but idéologique principalement, donc extension d'une idéologie, extension d'une culture, d'une religion ou d'un courant de pensée, tout simplement. Donc on a le plan idéologique, mais on a également le plan que je qualifierais de territoriaux-économique, qui lui comprend les guerres pour l'extension du territoire, parce qu'on sait que plus le territoire est vaste, plus on est puissant. Donc l'extension du territoire, l'extension de la population, l'accès aux routes stratégiques et enfin, je dirais, la main basse sur les ressources justement incluses dans ce territoire-là. Donc là, c'est clairement des avantages économiques, mais qui sont directement liés au territoire. C'est pour ça que je qualifie cela de territoriaux économiques. Et donc, on a ces deux facteurs-là, ces deux enjeux-là qui drivaient principalement les guerres de jadis. Et aujourd'hui, si on regarde les guerres qui sévissent ça et là, et qu'on essaie d'avoir un esprit de discernement et d'aller au-delà des informations qui peuvent nous être communiquées, on se rend très facilement compte qu'il y a ces enjeux-là qui reviennent. Raison de plus pour laquelle je dis que cette époque n'est pas du tout révolue. Vous savez, monter jusqu'au sommet, monter jusqu'à la première place n'est pas du tout facile, c'est chose très fastidieux. Mais maintenir cette première place est encore
plus fastidieux. Et c'est le défi des grandes puissances mondiales aujourd'hui. Et pour ce faire, justement, elles ont déployé une stratégie dans laquelle elles jouent avec les puissances les plus faibles sur une sorte d'échiquier pour justement maintenir cette hégémonie en les gardant la tête sous l'eau. Après, certes, il y a une croissance organique que ces pays-là mettent en place avec les différents progrès scientifiques et technologiques, mais on est très loin de la célérité qui a pu être observée pendant les 30 glorieuses, par exemple. Et donc, pour combler ce manque de vitesse-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde globaliste, donc il est très compliqué aujourd'hui d'avoir des progrès très rapides par rapport à d'autres. Je crois que les États évoluent presque à la même vitesse. Après, en fonction des moyens, certains évoluent légèrement plus que d'autres, mais ce n'est pas du tout significatif. Tu n'as pas d'écart de 10 ans, 20 ans entre les nouvelles technologies. C'est des écarts qui se comptent en mois, voire maximum en années. Et donc, pour combler ce manque de gap, ce manque de distanciation, ils sont obligés de maintenir la tête des plus faibles sous l'eau. Et c'est une stratégie qui est déployée depuis de nombreuses années et qui continue d'être déployée. Pourquoi est-ce que je martèle sur ce point-là? C'est parce que lorsqu'on aborde la question du néocolonialisme en Afrique, beaucoup de personnes évoquent rapidement, beaucoup de personnes brandissent la théorie du complot. Ces personnes n'y croient pas du tout et pensent que c'est juste un prétexte pour justifier la sous-performance de l'Afrique. Or, il n'en est rien. D'un côté, il est très important de vanter que le développement de l'Afrique passera par les Africains et par l'Afrique. Mais d'un autre côté, il ne faut pas du tout annihiler. Ça serait très naïf d'annihiler le fait que d'autres personnes, d'autres protagonistes ne sont pas du tout pour cette éclosion de l'Afrique. Cela dit, je vais revenir à la partie qui nous intéresse le plus, à savoir les enjeux économiques de cette guerre. Et suivant mon analyse, j'en ressors principalement trois niveaux d'enjeux économiques. Le premier niveau, c'est l'économie de guerre. On en parle très peu, mais l'économie de guerre. La vente de matériel militaire et la vente de personnel militaire. Ça peut être des mercenaires ou encore des armées nationales. Ça, c'est très important de le souligner. Vous savez, les industriels de la guerre, les armuriers, les fabricants de matériel roulant, etc., déploient des investissements pharaoniques pour justement mettre en place du matériel à la pointe de la technologie. Et il faut rentabiliser tout cela. Et comme dans toute entreprise, il y a des périodes commerciales normales, il y a des pics bas et des pics hauts. Et justement, lorsqu'il y a des tensions entre deux États ou deux groupes d'États ou même des guerres directement, ces entreprises-là, ces industriels de la guerre ont des pics hauts dans leurs ventes. Et donc, rassurez-vous, beaucoup de personnes ne croient pas en ça, mais rassurez-vous, quand il y a la guerre, ces personnes-là sont contentes. Et il faut dire que des États se cachent très souvent derrière, très souvent, lorsqu'on parle de programmes à plusieurs milliards de dollars, fabrication de missiles, haute technologie, fabrication d'avions de chasse. Je ne vois pas quel industriel peut se lever tout seul et trouver du financement pour fabriquer des avions de chasse dernière génération, fabrication de sous-marins, fabrication de porte-navires, etc. À un certain niveau, il y a des États derrière. Et ces États-là, eux aussi, sont contents quand ils peuvent écouler leurs marchandises. Donc, premier point, l'économie de guerre. Deuxième point, deuxième niveau, la stabilité du cours du pétrole ou encore même la crise économique généralisée, on va le dire comme ça. Vous savez, l'Iran, de par sa position dans le Golfe Persique, on l'a vu au travers de l'article, sa position stratégique est très importante. L'Iran est l'un des pays les plus grands de ce golfe-là et qui a une position stratégique par rapport à justement ce détroit d'Ormuz-là, a une influence majeure sur le marché du pétrole international. Je rappelle que ce Golfe Persique-là, lui seul, génère plus de 30% du pétrole brut mondial et plus de 17% du gaz. Autant vous dire que s'il y a la guerre, il y aura des impacts. Des impacts qui bénéficieront à certains, très importants, et qui nuiront à d'autres. Et l'Afrique, comme d'habitude, fait partie des autres. Comment est-ce que l'Afrique se positionne face justement à ce risque
de crise pétrolière là. Parce qu'il faut le dire, l'Afrique est majoritairement importateur du pétrole et des produits dérivés. Et même les pays qui pourraient se démarquer du lot, comme le Nigeria par exemple, et qui ont d'importantes ressources de pétrole et qui en plus, par rapport aux autres, ont des raffineries, 4 grosses raffineries, n'arrivent pas à satisfaire la demande locale au point d'exporter. Pourquoi? Parce que des projets qui sont mis sur pied sont sabotés par des mauvaises politiques gouvernementales. On se rappelle tous de l'épisode entre Aliko Dangote et la NNPC d'un côté et l'État nigérien de l'autre côté. Donc, comment est-ce que l'Afrique se positionne face à cette crise? Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si elle perdure, si le conflit, si les prémices de cette guerre ne sont pas stoppées, alors il y aura des impacts considérables sur les ménages africains. Je reviendrai dessus rapidement par la suite. Mais avant ça, troisième et dernier niveau, l'enrichissement grâce au pétrole, grâce à l'or noir. Vous savez, c'est bien, c'est très bien de pouvoir acheter du pétrole à un bon prix, mais c'est encore mieux de posséder des puits pétroliers, de posséder des navires, de posséder des routes et d'être celui-là qui dirige le commerce du pétrole. Et c'est vers cela que les grandes puissances sont dirigées aujourd'hui. Vous pouvez en juger vous-même par le nombre de bases militaires étrangères, je ne vais pas citer les noms, qui entourent justement ce golfe Persique-là. Donc il y a pour eux un plus grand enjeu économique à l'équilibre ou le déséquilibre économique de cette zone-là. Suivez mon regard. Donc voilà pour les niveaux d'enjeux économiques. Et des 2 derniers niveaux, j'ai quelques questions qui en ressortent et que j'ai bien envie de vous soumettre. J'espère que vous me répondrez en commentaire. Premièrement, pourquoi est-ce que l'Afrique a pour habitude de rester silencieuse? Je ne parle pas de parti pris, mais pourquoi est-ce qu'elle reste toujours silencieuse face à ces conflits internationaux-là, et ce, même s'ils ont des impacts directs sur ses intérêts, même s'ils mettent en péril les intérêts du pays? Première question. Deuxième question, que fait l'Afrique pour stabiliser les prix du pétrole pour sa population? On voit que d'autres pays font des réserves de plus de 3 mois, et d'autres pays vont même en guerre pour empêcher à la source que les prix ne puissent flamber. Que fait l'Afrique? Troisième question, que fait l'Afrique sur un plan plus global pour obtenir sa souveraineté énergétique? Quelles sont les leçons qu'elle tire des différentes crises qu'on observe ça et là sur le continent et en dehors? Je pense particulièrement au Nigeria, parce que c'est l'un des pays qui a du potentiel et des projets réalisés à la clé. Donc, qu'est-ce qui bloque? Troisième question. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Mais avant de clôturer, j'ai envie de faire une petite digression et parler du développement du secteur militaire en Afrique. En réalité, ce n'est pas une digression parce que le développement militaire est étroitement lié au développement économique. Si on regarde les facteurs de puissance dans le monde, le développement militaire en fait largement partie. C'est l'un des premiers même d'ailleurs, avant le modernisme. Et lorsqu'on regarde également les grandes puissances mondiales, aucune d'entre elles n'a une faible armée. Toutes ont des armées impressionnantes avec une puissance fortement dissuasive. Comment est-ce que se positionne l'Afrique face à ça? Je n'ai pas énormément d'éléments parce que c'est un secteur stratégique et donc très fermé. Mais je dois dire que ça serait très naïf de la part de nos États de ne pas mettre ce point-là au moins au même niveau que les points les plus importants que l'on a à traiter actuellement. Parce que je ne dis pas qu'il faut développer la culture de la violence, non pas du tout, mais il faut développer la culture de la défense et surtout la culture de la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, c'est une lubie de penser que l'équilibre, la pseudo-paix qui existe actuellement, qui tient sur 2-3 fils de droit international, sera éternel. Non, pas du tout. C'est un équilibre fragile, mais qui peut être maintenu s'il y a du respect mutuel entre toutes les différentes parties du globe. Et on sait très bien que le respect passe très souvent par la crainte. C'est le vrai respect, d'ailleurs. Donc là, les amis, et mon point de vue sur ce sujet, quel est le vôtre, qu'en pensez-vous? Je vous donne rendez-vous en commentaire pour la dernière partie de cette vidéo, à savoir le débrief, le débat. Et d'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut.
Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora africaine.